Merci beaucoup Jean-Marc de cette présentation. Alors vous avez remarqué que Jean-Marc m'a introduit pour que je fasse plusieurs conférences. C'est sans doute qu'il a l'intention que je revienne. Alors il a énuméré des sujets comme ça. Alors peut-être qu'après on va vous les soumettre au vote pour savoir ceux qui ont envie de venir me réécouter sur la résilience ou sur l'empathie ou sur un autre sujet. Alors aujourd'hui ça va être la famille et les écrans. Alors, c'est un sujet immense. Ce que j'ai l'habitude de faire, c'est de dire aux gens qui posent des questions quand ils veulent, mais ici on est trop nombreux, c'est pas possible. Donc j'espère quand même que je vais arriver à passer en revue toutes les questions qui vous ont amené aujourd'hui. Alors, les écrans, les enfants, la famille, c'est une question qui évolue en permanence. Il ne faut pas croire que nous sachions tout. Il y a beaucoup de choses encore que nous ne savons pas. Et je vais commencer cette conférence en vous évoquant 3 choses importantes qui se sont passées en 2019 pour vous montrer que chaque année, depuis quelques années, apporte son lot de découvertes, de réflexions, de questions sur les relations que les enfants, les adultes, les familles entretiennent avec les écrans. Alors 3 choses importantes en 2019 dont vous avez dû entendre parler, mais je vais les regrouper pour vous montrer le dynamisme de la recherche autour de ces questions. Première chose importante en 2019, c'est une confirmation par l'Organisation mondiale de la santé de faire entrer en 2022 dans la classification internationale des maladies mentales l'existence, comme vous savez, d'un gaming disorder. Gaming disorder que le site de l'Organisation mondiale de la santé traduit, le site francophone de l'Organisation mondiale de la santé, traduit par trouble du jeu vidéo. Trouble du jeu vidéo, ça ne veut pas dire addiction. Et d'une certaine manière, le fait que l'Organisation mondiale de la santé déclare qu'il peut exister un gaming disorder, qui devient une addiction dans certaines circonstances, lorsque le trouble amène à un isolement total, à une fin de toute forme d'intérêt, à l'exclusion de toute forme d'intérêt, excluant toute autre forme d'intérêt que les écrans, après, au moins pour 12 mois. Donc le fait que l'Organisation mondiale de la santé mette l'accent là-dessus montre que il n'y a pas d'addiction aux écrans. Donc c'est encore une fois l'occasion de le répéter. Il n'y a pas d'addiction aux écrans. L'OMS ne reconnaît seulement qu'un gaming disorder, un trouble du jeu vidéo, qui devient encore une fois une addiction quand il y a toute perte de toute autre forme d'intérêt depuis plus de 12 mois. Donc ça, c'est une chose importante. Et l'Organisation mondiale de la santé prend soin aussi de préciser qu'il s'agit d'une addiction comportementale, bien différente d'une addiction à une substance toxique. Il y a 2 différences importantes à connaître pour les parents qui s'inquiètent que leur fils ou leur fille puisse avoir une addiction aux jeux vidéo ou aux réseaux sociaux. La première différence importante avec les addictions liées à des substances toxiques, c'est que dans l'addiction comportementale, il n'y a pas de syndrome de sevrage physiologique. Il peut y avoir un syndrome de sevrage psychologique, comme quand quelqu'un est privé de quelque chose qu'il aime beaucoup, mais il n'y a pas de syndrome de sevrage physiologique, comme dans l'addiction à une substance toxique, ce qui veut dire que si vous avez un enfant qui passe tout son temps sur une console de jeu ou sur son smartphone, vous pouvez le lui confisquer, il ne sera pas content, vous établissez un programme pour savoir à quel moment le lui rendre, combien d'heures par jour, mais soyez rassurés, votre enfant ne fera pas de crise physiologique obligeant à appeler le SAMU. Donc c'est une bonne nouvelle. Il y a des parents qui craignent d'ôter leur outil numérique à leur enfant parce qu'ils craignent un syndrome de sevrage. Non, il y a un sevrage psychologique, il n'y a pas de sevrage physiologique. Comme je dis souvent, il n'y a pas, pour les enfants jouant à des jeux vidéo, il n'y a pas de délirium ludens. Il y a bien un délirium très mince, il n'y a pas de délirium ludens. Alors, la deuxième différence avec les addictions à substances toxiques, nous dit l'OMS, c'est que dans le cas d'une addiction, un gaming disorder, il n'y a pas de risque de rechute. C'est quelque chose qu'on sait depuis très longtemps, puisque tous les adolescents scotchés aux jeux vidéo dans les années 90, 2005, 2010, 2015, ils sont en très très grande majorité devenus des joueurs tout à fait normaux, ordinaires. Ils ont un métier, ils ont une famille, ils jouent un peu avec leurs enfants, des fois le week-end, ils peuvent jouer un peu le soir avec leurs copains, mais en tout cas, ce ne sont plus des joueurs passionnels, excessifs, comme ils avaient pu l'être au moment de l'adolescence. Donc pas de risque de rechute, ce qui veut dire que beaucoup d'adolescents aujourd'hui qui sont scotchés aux jeux vidéo deviendront demain des adultes semblables à ce que sont les adultes d'aujourd'hui qui étaient déjà scotchés aux jeux vidéo il y a 10 ou 15 ans quand ils étaient ados à ce moment-là.
Donc ça aussi, c'est important de l'avoir à l'esprit parce que vous voyez, ça relativise beaucoup les inquiétudes qu'ont beaucoup de parents. Évidemment, il faut éviter que les résultats scolaires en souffrent, que les relations sociales en souffrent, mais les adolescents ont quand même suffisamment de temps, souvent, pour ceux qui sont passionnés par les jeux vidéo, pour concilier ce centre d'intérêt avec d'autres centres d'intérêt dans leur vie. Voilà, donc pas d'addiction aux écrans, un gaming disorder, pas de syndrome de sevrage, pas de risque de rechute. Alors, le deuxième grand événement qui s'est passé en 2019, ça a été en France l'étude ELF, une étude longitudinale qui étudie comment les enfants utilisent les écrans, quel type d'écran, combien d'heures, dans quels milieux sociaux. Et l'étude ELF a également confirmé quelque chose qu'on pressentait, qui avait déjà été approché par d'autres études, c'est qu'il y a une formidable inégalité sociale face aux écrans. C'est-à-dire que ce soit pour les petits-enfants, que ce soit pour les adolescents, les enfants et les adolescents les plus menacés par une utilisation problématique, voire pathologique des écrans, ce sont les enfants des couches sociales défavorisées. Alors pourquoi ? Pour une raison simple à comprendre. Dans beaucoup de milieux défavorisés, il n'y a pas, les parents peuvent ne pas travailler, les parents peuvent regarder la télévision toute la journée. Du coup, l'enfant au berceau la voit aussi. C'est un dommage collatéral. Les parents ne mettent pas leur bébé devant la télé, mais ils mettent la télé pour eux. Le bébé est devant. Et puis, quand l'enfant grandit, dans des milieux sociaux défavorisés, on peut être moins attentif que dans les milieux sociaux favorisés à accompagner la découverte des écrans, à expliquer le droit à l'intimité, le droit à l'image, les dangers d'Internet. Et puis, quand l'enfant commence justement à aller sur les réseaux sociaux, dans les milieux défavorisés également, souvent les parents ne sont pas du tout au courant de la manière dont ça fonctionne et ne peuvent pas aider leur enfant. Ajouter à cela des souffrances psychologiques particulières, des sentiments d'exclusion qui peuvent se développer chez certains enfants. Et vous comprenez en effet pourquoi, parmi les enfants souffrant d'un usage pathologique, problématique pathologique des écrans, eh bien, les enfants de milieux sociaux défavorisés arrivent en première ligne. Et puis, une troisième chose qui est arrivée, et en 2019, beaucoup de publications américaines autour d'une problématique qui avait été là aussi anticipée, mais pas vraiment chiffrée. Et cette problématique porte un nom qui va vous paraître barbare, mais quand je vous aurai expliqué ce que c'est, vous allez retenir ce nom. Ça s'appelle la technoférence. C'est quoi la technoférence ? Eh bien, ce sont les conséquences sur les enfants de l'utilisation des écrans et notamment des téléphones mobiles par leurs parents. C'est-à-dire qu'avec le concept de technoférence, on ne quitte pas le champ des dangers des écrans pour les enfants, mais ce n'est plus le danger des écrans que les enfants regardent, c'est le danger des écrans que les parents utilisent. Et il a notamment été montré que lorsque des parents interagissent avec leur jeune enfant en utilisant leur téléphone mobile, ces parents font des phrases beaucoup plus courtes, ils ont des mimiques beaucoup plus pauvres et finalement, on se retrouve un peu dans la même situation que lorsqu'un jeune enfant est mis devant un écran. Un jeune enfant mis devant un écran est privé d'interaction de langage et privé d'interaction mimo-gestuelle, puisque étant devant un écran, il n'interagit pas avec un adulte. Eh bien, lorsqu'un enfant tente d'interagir avec un adulte, mais que cet adulte est accaparé par son smartphone, eh bien, on est exactement dans la même situation. Et les chercheurs décrivent, dans les deux cas, un retrait sur soi, des troubles de l'attention, de la concentration, sentiment d'un désintérêt de la part des parents, qui évidemment a des conséquences problématiques sur l'enfant. Il a même été montré que dans les jardins publics, depuis que beaucoup de parents et d'accompagnants d'enfants utilisent leur téléphone mobile, il y a plus d'accidents de jeunes enfants, tout simplement parce que les jeunes enfants veulent attirer l'attention de leurs parents ou de la personne qui les a accompagnés au jardin public. Et évidemment, pour attirer l'attention, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font des bêtises en espérant que les parents vont les arrêter. Puis comme les parents ne les arrêtent pas, eh bien, du coup, les enfants ont plus d'accidents depuis que les accompagnateurs utilisent leur téléphone public dans les jardins. Donc, vous voyez, la technoférence, c'est une manière nouvelle de poser la question des écrans. C'est poser la question des écrans du point de vue des dangers pour l'enfant des écrans que les parents regardent.
Alors, j'avais demandé qu'on mette normalement ici une affiche, mais alors je vous ai mis cette image que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est la première affiche qu'on a faite à l'association 36912. Vous voyez que c'est sensiblement différent de ce que vous a expliqué Jean-Marc Truffaut tout à l'heure, puisque en fait on s'est aperçu que les premiers conseils qu'on donnait dans le cadre 36912 avaient sonné trop de manière négative, c'est-à-dire pas de télé avant 3 ans, pas de console de jeu avant 6 ans, pas d'internet avant 9 ans, voilà. Donc du coup on a fait des préconisations plus positives, vous voyez, jouer, parler, arrêter la télé, limiter les écrans, etc. Et puis avec des conseils plus précis sur la page de droite. Voilà. Donc je vais vous mettre ça en fond d'écran, comme ça peut aussi vous guider un peu en m'écoutant. Voilà, donc je reviens à la question pour laquelle vous êtes ici, les écrans en famille. Donc rappelez-vous, 3 grands changements en 2019. Et évidemment, la question reste entière de savoir comment gérer les écrans pour les enfants, pour les tout-petits, et puis au fur et à mesure qu'ils grandissent. Alors pourquoi 36912 ? Jean-Marc Truffaut vous l'a un peu évoqué. En 2006, j'ai lancé une campagne « Pas de télé avant 3 ans ». Et « Pas de télé avant 3 ans », c'était encore plus frappant pour l'oreille quand on ne disait pas d'écran avant 3 ans. Donc c'est devenu pas d'écran avant 3 ans. Mais du fait de nouveaux outils numériques, en fait, c'est mieux de dire pas de télé avant 3 ans, parce qu'on peut utiliser des outils numériques avec des jeunes enfants sur des périodes courtes, en usage accompagné, 10 minutes, un quart d'heure, en ciblant bien, le type d'activité, le type d'application qu'on utilise. Donc pas de télé avant 3 ans. Mais pour la suite, pourquoi 6-9-12 ? Parce que des parents m'ont dit, mais après 3 ans, alors qu'est-ce qu'on fait ? Et il m'a paru bien de prendre des âges qui correspondent à des moments qui font sens pour l'enfant et pour sa famille. Alors 6, c'est l'âge en France où l'enfant rentre en élémentaire. 9, c'est l'âge où il sait à peu près lire et écrire, et en général il devient très curieux d'Internet. Et puis 12, c'est l'âge où l'enfant a trouvé ses repères en collège. Il y entre en 11 ans, mais la première année, c'est vraiment une année où il cherche ses repères. Les repères sont vraiment trouvés qu'à 12 ans en collège. Donc 3, 6, 9, 12, alors des gens à l'époque m'ont reproché de ne pas suivre les tranches préconisées par Piaget, mais vous savez peut-être que maintenant 3, 6, 9, 12, ça correspond en France à cycle 1, cycle 2, cycle 3, donc l'éducation nationale finalement s'est alignée sur 3, 6, 9, 12, voilà, on va le dire comme ça. Évidemment ils ont eu leurs propres raisons, mais en tout cas ils retombent sur nos pieds 3, 6, 9, 12. Donc aujourd'hui ces quatre nombres permettent de bien savoir comment introduire les écrans, de quelle façon, selon l'âge de l'enfant. Donc on vous a dit avant 3 ans, il vaut mieux éviter les écrans. Alors pourquoi ? Parce que les écrans ne permettent pas que l'enfant développe des compétences essentielles à son âge. Vous savez que dans l'évolution d'un humain, il y a ce qu'on appelle des fenêtres d'opportunité, c'est-à-dire il y a des moments pendant lesquels certains apprentissages peuvent se faire très vite. Et puis si les fenêtres d'opportunité sont ratées, si l'apprentissage ne se fait pas dans cette fenêtre d'opportunité, on peut toujours le faire. Chez l'humain, on peut toujours tout rattraper, mais c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Donc il y a 4 fenêtres d'opportunité particulièrement importantes avant 3 ans. C'est l'apprentissage du langage. L'enfant apprend à parler la langue que parle son environnement à une rapidité incroyable. Il y a l'apprentissage des mimiques. L'enfant a la capacité d'imiter les mimiques de l'adulte, mais il n'en a pas encore la signification dans les premiers mois de la vie. Donc c'est en imitant les mimiques de l'adulte que petit à petit, il apprend à identifier leur signification. L'enfant découvre la mimique qui dit le plaisir, la mimique qui dit la tristesse, la mimique qui dit la colère. Donc ça se fait dans l'interaction mimo-gestuelle. Donc il faut évidemment que l'enfant bénéficie du plus possible d'interaction mimo-gestuelle. La troisième apprentissage qui est très très important avant 3 ans, c'est évidemment la motricité. Positionner le corps dans l'espace, bouger, évidemment aussi la motricité manuelle, pouvoir prendre des petits objets. Et développer les sensorialités correspondantes, puisqu'un enfant joue spontanément, il prend un objet, en général il le porte à la bouche, il le mâchouille, il le flaire, voilà, il le regarde, il le secoue, ça fait du bruit, il le jette, il court derrière. Donc activité spontanée de l'enfant qui implique son corps dans l'espace, ses 5 sens, plus l'équilibration, plus la sensorialité corporelle.
Et puis, dernière fenêtre d'opportunité, c'est l'apprentissage de l'attention et de la concentration. Peut-être ça vous étonne, mais le bébé, à la naissance, il est doté de la capacité de pouvoir se concentrer sur quelque chose, ce qu'il fait d'ailleurs spontanément quand il prend un petit objet et qu'il s'amuse avec. Mais pour bien installer cette compétence, il faut qu'il la pratique. Or, quand une télévision est allumée dans son environnement, évidemment, il est dérangé, comme on le serait à sa place, et du coup, il n'apprend pas correctement à développer l'attention-concentration. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'un défaut d'attention-concentration chez les enfants et les ados, mais ce qui apparaît, c'est que l'attention-concentration, elle se construit bien sûr à tout âge, mais elle se construit déjà chez le très jeune enfant. Ce qui veut dire qu'un enfant qui à 2 ans, 3 ans, 4 ans, regarde beaucoup des images de télévision, notamment ces dessins animés avec des couleurs extrêmement criardes, des sons très intrusifs, des mouvements extrêmement rapides. Cet enfant, il va s'habituer à ce que son attention soit constamment relancée par ce qu'il y a devant lui, par les sons, par les images, et du coup, il ne va pas apprendre à se concentrer à son rythme. Donc ça veut dire que pour apprendre à se concentrer, l'enfant doit être dans un environnement tranquille. Mettez de la musique si vous voulez. Vous pouvez mettre la radio. La radio, c'est en général une succession de plages musicales et d'interventions, de débats, de controverses, de tables rondes. Mais bon, en général, c'est assez poli, donc il y a peu d'esclandres, voilà, dans la radio. En revanche, la télévision, souvent, en plus les séries, avec des coups de revolver, des pneus de voiture qui crient, des avions qui décollent, des chiens qui hurlent, etc. Et tout ça fait que l'enfant, s'il est dans une pièce où la télé est allumée, ne va pas pouvoir apprendre à se développer ses capacités d'attention-concentration. Ça, c'était les travaux de Tiffany Pempek, qui sont déjà assez anciens. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que les carnets de santé en France ont été refondés. J'espère qu'en Belgique, il en est question aussi. Les carnets de santé ont été refondés. Et dans les carnets de santé, j'avais fait 7 propositions de petits textes pour inviter les parents à développer une prévention des dangers des écrans. Il y en a 3, 4 qui ont été retenus, et parmi lesquels, justement, cette phrase-ci, c'est les écrans nuisent, la télé allumée dans une pièce où se trouve un enfant nuit à son développement, même s'il ne la regarde pas. La télé allumée dans une pièce où se trouve un enfant nuit à son développement, même s'il ne la regarde pas. À cause du fait que l'enfant dérangé n'apprend pas à développer ses capacités d'attention-concentration. Voilà, donc avant 3 ans, évitons les écrans, ce qui ne veut pas dire, encore une fois, qu'on ne puisse pas jouer avec un tout petit pendant 5-10 minutes, un quart d'heure, à une appli qui nous intéresse. Mais voyez bien qu'à ce moment-là, ce n'est pas l'écran qui va être important, ça va être la relation. À partir de 3 ans, il commence à exister la possibilité pour l'enfant de regarder des petits programmes tout seul. Et on va essayer d'introduire ces petits programmes de la meilleure manière qui soit pour structurer son développement. Et là, il y a une comparaison que j'aime beaucoup prendre, c'est la comparaison de la nourriture, parce que finalement, pour se nourrir, c'est pas très compliqué. Il suffirait de faire chauffer tous les jours, de faire cuire tous les jours du riz, des pâtes, de la semoule, ce que vous voulez, ou des légumes, ou de la viande. Et puis, on mettrait une marmite sur la table, et puis chaque fois que quelqu'un passerait devant, s'il a faim, il prendrait de la nourriture. Bon, aucune culture ne fait ça. Dans toutes les cultures, on ritualise la prise de nourriture, et la ritualisation de la prise de nourriture est une occasion d'éduquer l'enfant, et notamment d'éduquer l'enfant à attendre. Dans beaucoup de familles, et heureusement, on dit encore à un enfant qui veut du chocolat ou des biscuits 1 heure avant le repas, non, on mange dans 1 heure, tu attendras un peu. C'est-à-dire que la prise de nourriture, elle est très ritualisée. On attend le moment du repas, et puis on est invité à manger dans son assiette, on est invité à apprendre à se servir d'une cuillère, puis d'un couteau, d'une fourchette, pas manger avec ses doigts, voilà, et puis on parle pas la bouche pleine, voilà. Alors c'est des règles de socialisation qui accompagnent la nourriture sont plus ou moins bien appliquées, mais en tout cas dans toutes les cultures, le moment de prise de nourriture est très ritualisé. Parce que c'est un rituel éducatif. Et donc, à 3, 6, 9, 12, ce qu'on aime bien, c'est essayer de penser l'introduction des écrans de la même façon. Vous allez voir, ça donne un bon support à la mémorisation. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait quand l'enfant commence à ne plus être au biberon, qu'il va commencer à manger à table la nourriture des autres? Qu'est-ce qu'on va faire? On va décider d'une portion de nourriture. On va décider d'une portion de nourriture qui va pas être, qu'on va lui mettre dans son assiette, qui va pas être la même portion que le grand frère, la grande sœur, le père, la mère.
Et donc, du coup, quand l'enfant a 3 ans, on estime qu'il peut commencer à être mis devant un écran. Si vous décidez qu'il faut attendre 6 ans, vous attendez 6 ans. Hein, mais bon, c'est quand même assez compliqué d'attendre jusque-là. Bon, à 3 ans, ça paraît légitime de permettre à l'enfant d'avoir un temps d'écran, mais vous allez décider de ce temps d'écran. Vous allez par exemple lui dire, ben maintenant, tu es grand, tu vas avoir droit à 20 minutes, une demi-heure, voilà, c'est vous qui fixez. Vous fixez une durée d'écran. Et cette durée d'écran, ben, c'est l'équivalent de la portion de nourriture. Puis n'oubliez pas que cette portion de nourriture, elle n'est pas prise par l'enfant à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Il prend sa portion de nourriture pendant le repas. Pendant le repas, c'est-à-dire à une certaine heure. Mais de la même manière, à partir de 3 ans, vous allez fixer un horaire, c'est-à-dire vous allez dire, tu as droit à une demi-heure d'écran, mais cette demi-heure d'écran, eh bien, tu vas l'avoir par exemple à 17h ou à 18h, voilà, 5h d'après-midi, 6h de l'après-midi, 7h de l'après-midi, quand vous voulez. Hein. Vous fixez et vous dites, voilà, c'est en fonction de l'emploi du temps de l'enfant, voilà, ou essayez de mettre son temps d'écran juste avant une activité qui lui fait plaisir, c'est plus facile d'arrêter. Et donc ça, c'est l'équivalent de l'horaire du repas. Voilà, il prend son temps d'écran à heure fixe tous les jours et il est obligé d'attendre. C'est-à-dire que quand il va dire télé, on va lui dire non, regarde la pendule, il va se repérer à la pendule. Ça, c'est le deuxième conseil. Un troisième conseil, c'est que les enfants aiment bien avoir de la nourriture variée. Ils n'aiment pas manger tous les jours la même chose. On va faire en sorte qu'ils n'aient pas tous les jours les mêmes écrans. Donc là, ce qui est bien, mais qu'ils puissent aussi choisir d'avoir les mêmes écrans s'ils en ont envie. C'est au choix. C'est qu'ils aient une posture active, qu'ils ne soient pas passifs devant un écran qu'on leur branche et qu'on arrête au bout d'une demi-heure, mais qu'ils choisissent leur programme. Quelle est la meilleure façon de choisir son programme? C'est d'avoir une petite DVD-othèque, quelques DVD, voilà. Même s'il n'y en a que 2, ça ne fait rien. Quand il en choisit un, ça veut dire qu'il choisit celui-là et pas l'autre. L'idée, c'est de lui donner une posture active. Et puis les DVD, c'est souvent des petits morceaux courts, donc c'est bien, ça permet mieux de réguler en fonction de la décision de temps d'écran que vous avez prise pour lui. Donc, préférez des DVD aux programmes qui défilent en permanence. Hein. La télé, c'est la machine à abrutir, mais Netflix, YouTube Kids, c'est le même tonneau. Vous savez sans doute qu'aujourd'hui, hélas, quand vous mettez Netflix ou YouTube, les vidéos défilent les unes derrière les autres sans s'arrêter. C'est un choix du constructeur, c'est un choix des fournisseurs d'accès. En fait, si vous vous renseignez, vous pouvez bricoler pour que les vidéos commencent quand vous les mettez et s'arrêtent quand elles sont finies sans qu'une autre vidéo ne commence derrière. Mais hélas, les programmeurs de Netflix et YouTube mettent par défaut un système dans lequel les vidéos s'enchaînent les unes les autres, donc c'est très très difficile de réguler la consommation d'un enfant parce que dès qu'il y a une vidéo qui finit, l'autre est déjà commencée. Donc il a toujours l'impression que vous l'empêchez de regarder la suivante parce qu'elle a déjà commencé. Donc préférez plutôt les DVD, on peut mieux gérer la durée d'écran. Alors, autre conseil, vous savez bien qu'on préfère manger à plusieurs que tout seul. Donc, essayons de proposer des programmes partagés. Alors, ça peut être de jouer à un jeu vidéo ensemble de temps en temps, de regarder un moyen-métrage ensemble le vendredi, privilégier les écrans partagés. Privilégier les écrans partagés, ça va en plus permettre plus facilement de parler avec l'enfant de ce qu'il a vu sur les écrans. Parce que vous pouvez prendre l'initiative de parler de ce que vous avez vu, de ce que vous en pensez, de petites choses simples, la séquence que vous avez aimée, si vous avez ri, pourquoi vous avez ri. Du coup, l'enfant est invité lui aussi à donner son avis. Et du coup, les écrans qu'il va regarder tout seul, par exemple entre 7h et 7h30 le soir, quand vous ferez autre chose, pendant le repas, vous pourrez plus facilement lui demander qu'est-ce qu'il a vu, parce qu'il vous aura entendu parler, vous, de ce que vous avez vu quand vous l'avez vu ensemble. Et donc, du coup, il aura plus de facilité à vous en parler. Et ça, c'est très important. Et il y a d'ailleurs une étude qui est parue, c'était pas en 2019, là, c'était début 2020. Il y a une étude qui est parue en février qui indique la chose suivante, que les enfants qui regardent la télévision le matin ont 3 fois plus de risques de présenter des difficultés de langage. Mais la même étude montre que les enfants qui regardent la télévision le matin et qui parlent avec leurs parents de la télévision qu'ils ont vue le matin présentent 6 fois moins de... Non, les enfants qui ont regardé la télévision le matin et qui ne parlent pas avec leurs parents de ce qu'ils ont vu présentent 6 fois plus de risques de présenter des troubles du langage. Ce qui veut dire en d'autres termes qu'il vaut mieux ne pas regarder la télévision le matin, mais que si on regarde la télévision le matin et qu'on n'en parle pas, c'est encore bien pire. Voilà. Donc parler avec l'enfant ce qu'il voit
pour l'instant sur les écrans, quand il va grandir, ce qu'il fait avec les écrans, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que ça va permettre à l'enfant de développer la compétence narrative. Or, la compétence narrative n'est absolument pas encouragée, elle est stimulée, mais elle n'est pas exploitée par les écrans. C'est-à-dire que quand on voit un écran et qu'on est très ému parce qu'on voit, à cause des couleurs, des histoires, des bruits, voilà, on s'imagine à la place du personnage qu'on voit, même dans un dessin animé, ça donne envie d'en parler. Mais s'il n'y a personne pour nous écouter, on n'en parle pas. L'enfant, il est exactement dans cette situation, c'est-à-dire que les images qu'il voit, ça lui donne envie d'en parler, mais s'il n'y a pas des parents ou des grands-parents ou des frères et sœurs pour lui montrer l'intérêt qu'ils y trouvent, l'enfant n'en parle pas. Et on sait aujourd'hui que la compétence narrative, c'est quelque chose qui se construit quand l'enfant parle, évidemment, et c'est quelque chose qui va lui être extrêmement important pour se situer dans son histoire personnelle, et puis après dans une histoire familiale, et puis dans une histoire sociale. C'est-à-dire que l'enfant, il commence d'abord par écouter des histoires, soit on lui raconte, on lui lit des histoires, soit il écoute les histoires que les DVD lui racontent. Petit ours brun, l'âne trot, la petite taupe, voilà. Et puis, dans les deux cas, ces histoires, il va les mémoriser, il va s'en souvenir. Et puis, petit à petit, il va devenir capable de les raconter. Dans les deux cas, pareil. Et puis, quand il va être capable de les raconter, il va être capable d'utiliser des morceaux de phrases pour construire le récit de sa propre vie. C'est-à-dire qu'il va récupérer des bouts de phrases, comme quand on apprend une langue étrangère, on récupère des bouts de phrases qui nous ont impressionnés, et après on les utilise pour raconter quelque chose de soi. Donc ça va être très important que l'enfant auquel on raconte des histoires puisse un jour prendre l'initiative de les raconter à la place de l'adulte qui lui racontait jusque-là, mais c'est également très important que l'enfant qui regarde des DVD ait la possibilité de raconter à un adulte ce qu'il a vu, ce qu'il a compris. Et l'adulte, comme devant tout enfant qui raconte une histoire, va évidemment manifester son intérêt, et puis lui dire et après, avec qui, et quand est-ce que ça s'est passé, voilà. Donc le parent ou l'accompagnateur va alimenter le discours de l'enfant qui va donc développer cette fameuse compétence narrative, d'abord par rapport aux histoires qu'il voit, ensuite par rapport à lui, ensuite par rapport à sa famille en grandissant, et ensuite par rapport à la société. Donc, vous voyez, là, on retrouve des éléments importants de la socialisation à la nourriture, à travers le moment, la portion, le moment, la possibilité du choix, le partage. Et puis c'est très intéressant aussi, justement, quand on mange ensemble, de parler, mais c'est ce que je viens de vous dire, donc du coup ça va être important que l'enfant aussi puisse parler. Et vous voyez sur la fiche qu'il y a derrière, on a mis limiter le temps d'écran en deuxième, de manière à ne pas focaliser les parents sur la limitation du temps d'écran. Choisir ensemble des programmes de qualité, c'est tout aussi important que limiter le temps d'écran. Parler avec l'enfant de ce qu'il voit et fait avec les écrans et encourager leur création, c'est également tout aussi important que limiter les temps d'écran. Aujourd'hui, tous les experts sont à peu près d'accord sur un point, c'est que le temps d'écran, c'est le moins mauvais critère pour différencier une utilisation problématique, pathologique des écrans. C'est le moins mauvais critère, mais c'est un très mauvais critère. En d'autres termes, il faut le contextualiser, il faut le rapporter à ce qui est fait avec les écrans. Donc l'enfant va grandir. Alors vous voyez que dans tout ce que je vous ai dit, ça suppose évidemment qu'on ne va pas mettre les écrans le matin avant de partir à l'école, on ne va pas mettre les écrans le soir avant d'aller se coucher, on ne va pas utiliser les écrans pour calmer l'enfant, c'est évident. Mais vous voyez que c'est une manière de présenter les choses autrement, comme une façon d'éduquer l'enfant à une bonne utilisation des écrans, de la même manière qu'on utilise l'enfant à une bonne socialisation de la nourriture. Voilà. Alors après, l'enfant va grandir. Et quand il va grandir, ça va être possible de développer avec lui des pratiques de création. Avant 3 ans, je vous ai dit, il faut éviter les écrans. À partir de 3 ans, il y a la possibilité d'avoir des écrans distractifs extrêmement intéressants qui vont permettre, en parlant avec l'enfant, de lui montrer l'intérêt qu'on trouve à sa narration et de lui permettre d'assimiler mieux ce qu'il a vu, puisqu'on assimile bien ce qu'on a vu quand on le raconte. Voilà. Et à partir de 6 ans, il va commencer à exister des outils de création que l'enfant va pouvoir utiliser, accompagné par un adulte.
Alors c'est quoi ces outils de création? Ben, pour moi, le premier d'abord, c'est l'appareil photographique numérique. Quand un enfant a 6, 7 ans, un appareil photographique numérique, c'est magique. Parce qu'il va justement commencer à avoir une pratique de création d'images. Or ça, c'est très important. Il va sortir du statut de celui qui jusque-là était photographié, filmé par ses parents, et il va être celui qui peut photographier ses parents, qui peut se photographier lui-même, photographier ses copains, photographier les lieux. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça introduit d'abord l'enfant à la compréhension de la logique des images. L'image qu'on fabrique, ben on sait bien qu'on la cadre. Voilà. S'il y a un château et puis un tas d'ordures, on photographie le tas d'ordures, on photographie le château, on photographie les deux ensemble. Voilà. Donc l'enfant, il est tout très vite confronté au fait que les images, elles sont fabriquées, qu'il y a une logique de fabrication, qu'il y a une intentionnalité derrière. Et puis, comme souvent les adultes autour de lui sont aussi de la photographie, ben l'enfant va pouvoir échanger avec les adultes. Ah ben montre-moi comment tu as photographié, ah ben j'y aurais pas pensé et tout. Puis les adultes vont quand même, dès que les parents en premier lieu, vont découvrir un point de vue sur le monde qui n'est pas du tout le leur. L'enfant, vu sa taille, va tout photographier à une hauteur différente de vous et vous allez découvrir vos genoux comme jamais vous les avez vus et les crottes de nez sous le plateau de la table, voilà, et les poignées de porte et les poignées de fenêtre en très gros plan, vous allez découvrir plein de choses. Et du coup, ben, ça va vous permettre de vous familiariser avec le regard de l'enfant. Et vous savez, il y a aujourd'hui des parcs d'attractions dans lesquels on invite les adultes à comprendre comment les enfants voient le monde en mettant des meubles gigantesques. Bon, ben, vous n'aurez pas besoin d'aller à ces parcs d'attractions. Avec les photos de vos enfants ou de vos petits-enfants, vous découvrirez vraiment comment eux voient le monde. Donc l'appareil photographique. Et puis, l'appareil photographique va avoir un autre intérêt, c'est que vous allez pouvoir petit à petit familiariser l'enfant avec deux choses essentielles qui sont le droit à l'intimité et le droit à l'image. Alors, deux choses souvent confondues et souvent oubliées. Le droit à l'intimité, c'est le fait que je peux m'opposer à ce que quelqu'un me photographie ou me filme sans avoir de raison à donner. C'est-à-dire quelqu'un lève son appareil photo pour me photographier, je peux dire non, je ne veux pas être photographié. Évidemment, la personne qui veut vous photographier va toujours dire pourquoi. Ben, vous dites, j'ai pas de raison à donner. C'est mon droit à l'intimité. Mon droit à l'intimité, c'est moi qui décide si j'accepte d'être photographié, filmé ou pas. Ça, c'est le droit à l'intimité. Et évidemment, dès que vous aurez commencé à expliquer le droit à l'intimité à votre enfant, de façon concrète, en refusant d'être filmé dans certaines circonstances de la vie, il va évidemment vous faire le même coup. C'est normal. Un jour, je ne sais pas, vous sortez de la salle de bain en peignoir, votre enfant veut vous photographier, vous dites non, il vous dit pourquoi, vous dites j'ai pas de raison à donner, c'est mon droit à l'intimité. Après, pendant le mois qui suit, il va vous faire valoir son droit à l'intimité tout le temps. Mais bon, c'est de bonne guerre. Mais après, ça lui passe. En tout cas, il aura intégré ce que c'est que le droit à l'intimité. Et dès qu'il va aller sur les réseaux sociaux, il aura été préparé très très bien. Et beaucoup d'enfants ne sont pas hélas, il aura été préparé très bien à faire valoir son droit à l'intimité. Et puis, deuxième chose, le droit à l'image, c'est quoi? On reprend la même situation. Un jour, vous sortez de la salle de bain en peignoir, votre enfant vous photographie parce qu'il vous trouve très, très drôle, et vous lui dites qu'est-ce que tu comptes faire de l'image? Il dit je vais la montrer à, je sais pas, je vais montrer à mes frères, mes sœurs, voilà, ton père, ta mère, mon père, ma mère, c'est selon la personne qui est sortie de la salle de bain. Et vous pouvez dire je veux bien que tu la montres à ton père, ta mère, mais je veux pas que tu la montres à tes copains. L'enfant dira pourquoi, vous direz c'est le droit à l'image, c'est mon image, j'ai le droit de décider à qui elle est montrée. Et même chose, après, l'enfant vous fera valoir son droit à l'image. En disant, je veux bien qu'on la montre à grand-père machin, mais je veux pas qu'on la montre à grand-mère machin, à grand-mère bidule, voilà. Bon, mais ça fait rien. L'idée, c'est qu'il va se familiariser avec ces deux choses très importantes, le droit à l'intimité et le droit à l'image. Et lorsque, après, en grandissant, il va encore une fois être confronté aux réseaux sociaux, à des camarades qui le photographient, s'il pense que ça n'a pas d'importance, il ne dira rien. Mais s'il pense que c'est important, il aura à sa disposition ce registre sémantique de pouvoir dire droit à l'intimité, droit à l'image. Donc vous voyez, de cette façon très simple, en offrant un appareil photographique à l'enfant, on va pouvoir non seulement échanger avec lui sur sa représentation du monde, mieux le connaître, parler du point de vue, de la lumière, voilà, dans la photographie, mais on va pouvoir aussi l'éduquer au droit à l'intimité, au droit à l'image.
Alors il y a d'autres outils créatifs à partir de 6 ans. Vous avez notamment Scratch. Scratch est utilisé pour les enfants de 5e et Scratch pré-ado-ado. Vous avez un Scratch très jeunes enfants. C'est un petit logiciel de fabrication de séquences animées. C'est des petits bouts de phrases. Vous pouvez taper Scratch sur Internet. C'est en accès libre, vous verrez. Et c'est très sympathique. Il suffit de savoir lire. On prend des petits bouts de phrases, on les aligne et puis après on fabrique un personnage ou on prend un personnage tout fait et puis on clique sur un gros bouton numérique vert et le petit personnage enchaîne toutes les actions qu'on a coupé-collé dans la partie gauche de l'écran. On voit sur un écran à droite le petit bonhomme qui enchaîne toutes les actions qu'on a coupé-collé sur la gauche. Faire un pas à droite, lever les bras, donner un coup de pied, tout ce que vous voulez. Donc petit logiciel de programmation très simple. Certaines écoles fabriquent des aquariums avec ça, des aquariums numériques. Très très bien. Voilà, et puis vous avez la possibilité aussi de faire du stop movie, c'est-à-dire des films image par image. Et ça, c'est très bien pour des enfants qui ont envie d'animer leur Playmobil. Voilà, on lève un petit peu la jambe, une image, encore un peu la jambe, une image. Et après, on voit le petit bonhomme qui se déplace en marchant. Donc des outils de création qui apparaissent, qui sont peu connus des enseignants, qui commencent à l'être, mais que vous pouvez utiliser en famille quand vous avez un peu de temps le week-end. Voilà. L'idée, c'est d'alimenter les pratiques de création. Alors ces pratiques de création numérique, elles doivent évidemment pas faire oublier les pratiques de création non numérique, c'est bien évident. Entre 3 et 6 ans, notamment, vous avez l'importance du pliage, du collage, du découpage, enfin, toutes ces activités qui augmentent l'habileté manuelle. Mais il faut bien comprendre que le numérique, c'est pas seulement de la consommation. Le numérique, c'est aussi de la création possible. D'ailleurs, de façon générale, Internet, ce n'est pas un espace de consommation, c'est un espace de co-création. Chaque fois que vous allez voir quelque chose sur Internet, vous ajoutez votre consultation à toutes les consultations précédentes et comme vous savez, vous le faites remonter sur Google. C'est plus compliqué que ça parce que Google magouille pour faire remonter ce qu'il arrange, mais à l'origine, c'était les consultations des usagers qui faisaient remonter certains sites avant les autres. Voilà, donc en famille, on va comme ça, comme on fait la cuisine en famille, on va pouvoir biduler des images en famille, en discuter, voilà. Et puis l'enfant va découvrir les jeux vidéo. Et ça va être très important, évidemment, que ces jeux vidéo, ils puissent commencer à en parler exactement comme auparavant, dès l'âge de 3-4 ans, on l'a invité à parler des programmes pour enfants. Alors les jeux vidéo, il faut comprendre que c'est devenu très compliqué depuis 2 ans de parler avec les enfants de leurs jeux vidéo, pas du fait des enfants qui ont toujours envie d'en parler parce que ça les brasse, voilà, et ils accomplissent des exploits, donc ils ont envie de les raconter. Mais ce qui est devenu compliqué, c'est que maintenant, les jeux vidéo sont joués gratuitement sur Internet. Alors, il y a eu une époque, pas si lointaine, où un enfant voulait un jeu vidéo. On lui disait « Pourquoi tu veux ce jeu ?» Il disait « Tous mes copains y jouent ». On disait « D'accord ». Alors, on allait dans un magasin de jeux vidéo, puis on voyait le jeu, on regardait sur Internet, on voyait à quelle tranche d'âge il était réservé, on voyait s'il était sur la norme PEGI, Pan-European Gun Information, on voyait s'il était conseillé, parce qu'il n'y a pas d'interdiction PEGI, c'est plutôt des conseils. C'était préconisé après 3 ans, après 6 ans, après 12 ans. Ou après 16, après 18. Donc on pouvait avoir une idée de ce qu'était le jeu, parce qu'il y avait une jaquette, il y avait une petite description, voilà. Donc les parents pouvaient dire, non, on l'achètera à Noël, voilà, si tu es sage, si tu as de bonnes notes, voilà. Ça, c'était dans l'ancien temps, il y a 2 ans et demi, 3 ans. Le problème, c'est que maintenant, les jeux vidéo, ils ont changé de modèle économique et ils sont dits free-to-play, gratuits à jouer. Et c'est notamment le cas d'un jeu que vous connaissez tous parce que tout le monde le connaît, c'est Fortnite. C'est-à-dire un jour, vous rentrez chez vous, votre enfant a allumé l'ordinateur, il joue à un truc bizarre, tu lui dis où tu as trouvé ça, et il dit tous mes copains y jouent, évidemment, et c'est quoi? C'est Fortnite. Et vous lui dites comment tu as fait pour y aller? C'est gratuit. Voilà. Et donc du coup, comme les jeux aujourd'hui sont gratuits, vous ne pouvez jamais très bien savoir à quelle tranche d'âge ils correspondent. Voilà. Et puis alors, comme ils sont gratuits,
faut vraiment que vous comptiez sur votre enfant pour vous dire de quoi il s'agit, hein, ou alors qu'il vous dise au moins le nom, enfin ça c'est pas trop compliqué. Puis alors, si vous dites non quand même, vous pouvez aller voir sur internet de quoi il s'agit, puis parler avec d'autres parents éventuellement, voilà. Mais le gros problème de ces jeux free-to-play, soi-disant gratuits, c'est qu'en fait ils sont payants, mais par ce qu'on appelle des microtransactions. C'est-à-dire que dans un jeu traditionnel, vous achetiez votre jeu vidéo comme on pouvait traditionnellement acheter un livre. C'est-à-dire qu'un livre, on l'achète, on le paye, puis une fois qu'on l'a payé, il est à soi, et puis on peut décider de le lire en une nuit, ou de le lire en un an, ou de lire que les 10 premières pages et de le ranger dans sa bibliothèque. Alors avant le free-to-play, à l'époque où les jeux étaient encore achetés en DVD, ou téléchargé sur Internet, ça revenait un peu au même, on décidait du moment de l'achat, mais dans tous les cas, une fois qu'on l'avait acheté, il était à soi, et on pouvait décider de le jouer en une nuit, en un week-end, ou un petit peu tous les jours, ou un petit peu toutes les semaines, ou voire y jouer 1 heure, et puis c'est pas intéressant, le laisser de côté. Ça, c'était l'ancien modèle. Mais aujourd'hui, avec le modèle free-to-play, les jeux gratuits, en fait, les fabricants de jeux, il faut bien qu'ils se fassent payer. Donc, ils se font payer d'une autre façon que par l'achat du jeu, qui est gratuit. Ils se font payer par ce qu'on appelle des microtransactions, c'est-à-dire que le joueur, quand il joue, va être constamment invité à améliorer sa visibilité dans le jeu. C'est le modèle des réseaux sociaux. Comment ça tient un réseau social? Ça tient parce qu'il y a des gens qui se réunissent et qui ont envie de se faire voir. Voilà, on est dans une soirée, on a envie de se faire voir, on a mis sa plus belle robe, où on parle plus fort que les autres, voilà, on raconte des histoires qui font rire beaucoup de gens, donc on a envie de se faire voir. Le principe des réseaux sociaux, c'est de se faire voir. Comme il y a beaucoup de gens, il faut trouver le moyen de se faire voir, et on peut raconter des tas de bêtises, voilà, pour essayer de se faire voir, on peut harceler des gens, voilà. Mais dans les jeux vidéo, free-to-play, modèle économique actuel, pour se faire voir, on va être amené à acheter avec du vrai argent une apparence, un vêtement ou un pas de danse ou une chanson, de manière à avoir une visibilité plus grande dans le jeu. Ce sont des jeux en réseau. Et donc, un jeu acheté une fois pour toutes, il peut coûter 40 €, 50 €. Si on attend 2-3 ans, il va tomber à 30 €. Mais dans un jeu free-to-play, on peut être amené à mettre beaucoup plus d'argent. Parce que, évidemment, les modes changent très vite. Les fabricants du jeu ont tout intérêt à ce que les modes évoluent très vite. Donc, un enfant peut acheter un vêtement en janvier, mais en août, son vêtement est démodé, où il y a énormément de joueurs qui ont le même, parce qu'il y a un effet de mode, donc il faut acheter le dernier. Et chaque fois, c'est 10 €, 15 €. Et il a été montré qu'avec ce modèle gratuit, les joueurs mettent beaucoup plus d'argent qu'avec les jeux payants. Donc ça veut dire en pratique, ne donnez jamais le moindre centime à vos enfants pour leur permettre d'améliorer leur visibilité dans un jeu, ça serait sans fin. Ça serait sans fin, pourquoi? Parce que les spécialistes de neurosciences ont bien montré que quand on commence à investir dans une activité, notamment à investir de l'argent, on a beaucoup plus de difficultés à se détacher de cette activité que si on n'y a rien investi. Et ça, c'est la lutte aujourd'hui de ces jeux gratuits. C'est-à-dire que la lutte aujourd'hui, comme vous savez, des fabricants de produits numériques, c'est un peu d'attirer le chaland, mais surtout de le retenir. Il y a des milliers d'applications qui sont fabriquées constamment, des milliers d'applications nouvelles qui apparaissent sans arrêt, mais beaucoup de gens les utilisent, les essayent, mais la plupart ne sont pas essayées plus de quelques jours, au grand maximum 1 semaine. Ce qui veut dire que la difficulté, c'est de retenir. Or, il a été montré que si vous commencez à investir de l'argent dans une activité dite gratuite, qui n'est plus gratuite parce que vous pourriez continuer sans investir de l'argent, mais si vous commencez à investir de l'argent dans une activité qui est présentée comme gratuite, vous courez un risque plus grand de ne pas pouvoir quitter cette activité, donc en termes de fabricant de jeux, quitter le jeu sur lequel vous êtes pour un autre jeu, parce que les jeux se ressemblent beaucoup. Fortnite a déjà des concurrents qui ont imité Fortnite. Et pourquoi les joueurs sur Fortnite ne vont pas chez les concurrents? Parce qu'ils ont commencé à investir des produits qu'on appelle cosmétiques, des vêtements, des danses, des chants. Voilà. Donc, ne permettez jamais à vos enfants d'investir de l'argent dans ces jeux. Ça vous paraîtra des sommes minimes. Voilà. L'enfant va demander à avoir un bel habit dans le jeu. Pourquoi on l'empêcherait d'avoir un bel habit dans le jeu? Ben oui, mais c'est parce que c'est mettre le doigt dans un engrenage où après, c'est très difficile de
ne plus investir d'autres sommes pour toujours bénéficier des nouveaux produits cosmétiques présentés. Et puis c'est aussi le risque de ne pas pouvoir quitter le jeu et de ne pas devoir en découvrir d'autres. Et ça, c'est très important. Si vous avez un enfant qui joue toujours au même jeu vidéo, empressez-vous de lui en trouver un autre, de préférence très différent. Parce que c'est un petit peu comme la littérature. Vous auriez un enfant qui lirait, vous diriez « chic, mon enfant lit », mais s'il lisait toujours le même livre, vous commenceriez à vous inquiéter. Vous direz « mais dans la littérature mondiale, il y a plus qu'un seul livre ». Bon, ben, même chose pour les jeux vidéo. Hein. Il faut cultiver la variété, faire découvrir des mondes différents. Il a été montré que les enfants qui jouent aux jeux vidéo auraient plutôt plus d'imagination que ceux qui n'y jouent pas. Mais à condition évidemment qu'ils ne jouent pas toujours aux mêmes jeux vidéo. Mais jouer à des jeux vidéo très différents, ben, ça confronte à des univers très différents. Souvent il y a des monstres, il y a des créatures extraterrestres, il y a des paysages qui sont designés différemment selon les cultures, hein, voilà, sont les références des designers. Et donc du coup, ben, jouer à plusieurs jeux vidéo, ça développe incontestablement l'imagination. Mais toujours jouer aux mêmes jeux vidéo de manière souvent compulsive, stéréotypée, ben, évidemment, ce n'est pas quelque chose qui va beaucoup ouvrir votre représentation du monde. Voilà, donc quand l'enfant grandit, on va lui parler jeux vidéo, on va essayer de lui expliquer le modèle du free-to-play pour qu'il ne se fasse pas prendre comme un poisson attrapé à l'hameçon, ou comme une mouche sur de la glu. Et puis, évidemment, on va lui parler des réseaux sociaux et on va lui parler des pièges des réseaux sociaux. Le piège du réseau social, c'est un petit peu l'équivalent, c'est même totalement l'équivalent de ce que je vous ai dit pour les jeux vidéo, mais c'est une autre logique. C'est la logique des gratifications attendues des camarades. C'est la logique de la visibilité qui, comme vous savez, s'appelle aujourd'hui l'économie de l'attention. C'est-à-dire que si si vous donnez une opinion, voilà, ben, cette opinion, elle est reçue par des amis de votre réseau qui vont être invités à vous répondre. Et donc, du coup, économie de l'attention, vous allez constamment être invité à répondre du tac au tac, hein, à des stimulations continues qui vont vous arriver. Et il faut comprendre que la tentation de l'adolescent va être considérable là-dessus. On peut se dire, mais pourquoi les ados, ils sont tellement sur les réseaux sociaux? Ben, ils sont sur les réseaux sociaux parce qu'ils sont justement des ados. Hein. C'est-à-dire que l'adolescence, elle est caractérisée par un mode de fonctionnement très particulier. L'adolescent, il est soumis à une évolution, une maturation cérébrale en deux temps. C'est-à-dire, dans un premier temps, en début de puberté, c'est les régions postérieures du cerveau et les régions de la base du cerveau qui arrivent à maturation rapidement, c'est-à-dire des régions cérébrales qui vont permettre aux jeunes ados d'avoir des sensations beaucoup plus intenses que celles du jeune enfant et des émotions également beaucoup plus diversifiées, beaucoup plus fortes, beaucoup plus intenses, celles du jeune enfant. Mais les régions corticales, préfrontales, qui permettent de contrôler ces sensations et ces émotions, elles ne vont arriver à maturation que 1 ou 2 ou 3 ans plus tard. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3 ans, vous avez un âge très très compliqué pour l'adolescent et pour son environnement. C'est un âge pendant lequel l'adolescent est envahi de sensations et d'émotions comme nous pouvons l'être jeunes adultes, mais sans aucun moyen de contrôler, de réguler, de lutter contre ces sensations et ces émotions. C'est l'âge de toutes les conneries, c'est-à-dire que toutes les conneries que vous pouvez avoir envie de faire quand vous êtes adulte et que vous gardez bien de faire, eh ben, l'ado, il ne pourra pas s'empêcher de les faire. Hein. Il ne pourra pas s'empêcher de les faire parce que c'est un ado, parce qu'il est physiologique. Cette maturation en deux temps est totalement physiologique. Hein. Elle n'est pas éducative, elle n'est pas liée à un défaut d'attention, un défaut éducatif des parents. C'est physiologique. C'est exactement comme la maturation en deux temps, comme la croissance des jambes et du tronc en deux temps. Vous savez, il y a beaucoup de caricatures là-dessus. D'abord, les jambes de l'ado grandissent. Alors, il y a beaucoup de caricatures. Le grand Duduche, hein, il a des jambes énormes et puis un petit tronc. Et puis après, le tronc grandit. Voilà, donc, croissance en deux temps. D'abord les jambes, après le tronc. Eh bien, du point de vue cérébral, c'est d'abord les régions inférieures et postérieures du crâne, ensuite les régions préfrontales. Et entre les deux, ben, un moment où l'ado va être encore une fois soumis à des sensations, des impulsions qu'il peine à maîtriser, dans
lequel il ne se reconnaît pas, qui le submerge, qui l'angoisse terriblement. Alors comment est-ce qu'il va faire pour essayer quand même de pas sombrer? Eh ben, il va essayer de se coller à une machine qui va lui imposer son propre rythme. Or, les réseaux sociaux, comme les jeux vidéo, sont des machines qui vont imposer à l'adolescent leur propre rythme. C'est-à-dire, dans les réseaux sociaux, l'adolescent est constamment invité à répondre du tac au tac aux stimulations qu'il reçoit. Voilà, il reçoit quelque chose, il renvoie, il reçoit une vidéo, il donne son avis, ses copains donnent son avis, il redonne son avis sur l'avis des copains, ainsi de suite. Donc c'est une espèce de régulation ping-pong qui fait qu'il va échapper, pendant qu'il est sur les réseaux sociaux, à l'angoisse de toutes ces sensations qu'il ne maîtrise pas. Et même chose avec les jeux vidéo, puisque dans les jeux vidéo, très prisés par les ados, eh bien souvent il s'agit de combattre avec différents types d'armes, donc trouver les ennemis, leur tirer dessus, leur courir, leur retirer dessus, leur envoyer des grenades, etc. C'est-à-dire une espèce d'activité, une rythmicité dans laquelle l'adolescent va avoir l'impression d'échapper à ce chaos intérieur dans lequel il craint de sombrer. Voilà. Et donc ça, c'est très important à comprendre. Et c'est pour ça que, comme je vous disais au début en commençant, il n'y a pas de risque de rechute du jeu excessif à l'adolescence, parce que le jeu excessif à l'adolescence, il est profondément lié à la logique de la crise d'adolescence. Et même l'utilisation pathologique des réseaux sociaux, elle est très liée à la logique de la crise d'adolescence. Et quand la crise d'adolescence se termine, quand l'adolescent arrive à contrôler, à maîtriser ses impulsions, ben en toute logique, il se passe des jeux vidéo, il se passe des réseaux sociaux. Enfin, il peut continuer à y être, évidemment, et même parfois beaucoup, mais il a été montré que après l'adolescence, les utilisations encore excessives, problématiques des jeux vidéo notamment, sont des utilisations qui ne se développent que chez des personnalités présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques, ce qu'on appelle les comorbidités. Quand un adolescent n'a pas de comorbidité, il fait très souvent aujourd'hui sa crise d'adolescence sur les réseaux sociaux et les jeux vidéo, mais quand la crise d'adolescence se termine, eh bien, il laisse de côté, enfin, il rentre dans une utilisation bénéficiaire des réseaux sociaux et des jeux vidéo. D'ailleurs, il y a une enquête de Médiamétrie en 2016 qui a montré que les milléniaux, c'est-à-dire ces jeunes adultes âgés aujourd'hui de 25 à 35 ans, qui vivent avec leur téléphone mobile allumé du matin au soir et même parfois la nuit, eh bien cette enquête de Médiamétrie a montré que cette tranche d'âge, qui est toujours sur son téléphone mobile, va plus au cinéma que toutes les autres tranches, avec des amis que toutes les autres tranches d'âge confondues, et va plus au restaurant avec des amis que toutes les autres tranches d'âge confondues. C'est-à-dire que le fait d'être toute la journée sur son téléphone mobile ne veut pas dire que ce soit une activité qui se fait aux dépens de rencontres en présence physique. Le problème de l'ado, c'est que souvent ça se fait aux dépens parce que les parents ne veulent pas qu'ils sortent. Et puis les parents ne veulent pas qu'ils sortent parce que souvent il n'y a pas d'endroit où aller. Où est-ce que tu vas? Ben, je vais dans la rue retrouver mes copains. Va pas dans la rue retrouver tes copains. Il y en a, le quartier est mal famé, reste plutôt à la maison. Voilà. D'ailleurs, il y a même des sociologues aujourd'hui qui, par rapport à l'adolescence, inversent le point de vue qu'on pourrait avoir. C'est-à-dire des sociologues qui disent que ce n'est pas parce que les adolescents sont sur les réseaux numériques qu'ils sortent moins pour se rencontrer dans la réalité. C'est parce qu'il n'y a plus du tout d'endroits aujourd'hui où ils peuvent se rencontrer dans la réalité tranquillement dans des espaces protégés qu'ils communiquent autant via les outils numériques. Ça, c'est le discours de sociologue, auquel, voyez, qu'on peut redoubler par un discours de psy sur ce que je vous disais tout à l'heure, de ce moment particulier de l'adolescence où il faut fuir de toutes les manières possibles un afflux d'excitation non maîtrisable. Et encore une fois, le ping-pong des réseaux sociaux et le ping-pong des jeux vidéo est un bon moyen d'y échapper au moins provisoirement. Lorsque les enfants travaillaient à 8-9 ans dans les mines, eh ben évidemment, ils ne se posaient pas la question de réguler. Peut-être que physiologiquement, on n'en sait rien, peut-être que physiologiquement, ce trou dans la maturation cérébrale existait déjà, enfin ce gap dans la maturation cérébrale existait déjà, mais en tout cas, personne ne se posait la question de quelle activité proposer aux ados pour le réguler, parce qu'ils régulaient eux-mêmes en travaillant dans la mine, en poussant des wagonnets, en donnant des coups de pioche dans les mines de charbon. Donc la question n'avait pas d'existence sociale. Voilà. Ça pour dire que c'est pas forcément que ce gap dans la maturation est
probablement quelque chose qui a toujours existé chez les adolescents, mais ce n'était pas quelque chose qui était visible dans une situation familiale. Alors ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce moment de l'adolescence qui pose tellement de problèmes à l'ado et tellement de problèmes à son environnement, hein, ce gap entre maturation des régions cérébrales permettant sensation, émotion, et maturation des régions cérébrales permettant contrôle des sensations, émotions. Il faut bien comprendre que ce gap, ce n'est pas une erreur de l'évolution. On pourrait dire, mais pourquoi l'évolution qui, après tout, nous a amené où elle nous a amené aujourd'hui, pourquoi elle n'a pas finalement effacé ce truc bizarre qui fait que les ados que l'adolescence est une période de mal-être absolument abominable. Ben, l'évolution ne l'a pas effacée pour une raison simple, c'est que cette période de l'adolescence, alors aujourd'hui, hein, l'ado, pendant cette période de l'adolescence, on lui dit travaille, travaille, travaille pour ton avenir. Mais pendant très longtemps dans l'évolution, cette période de l'adolescence, c'était presque la fin de la vie. Quand l'espérance de vie était de 25-30 ans, ben, l'adolescence, c'était le milieu de la vie. Et cette adolescence, milieu de la vie, cette période dans laquelle l'adolescent était prêt à toutes les conneries, il était prêt aussi à toutes les inventions. C'est-à-dire, on sait bien aujourd'hui que dans les sociétés traditionnelles, c'est les ados qui inventent les nouvelles manières de chasser, les nouvelles manières de pêcher, parce que les adultes leur disent « fais comme ça, il faut faire comme ça ». Les adolescents, ils font autrement. Et comme ils font autrement, ils innovent. Et après, les vieux passent derrière et disent « ah ben oui, c'est pas bête finalement ce que tu as fait, tiens, on va essayer de le perfectionner ». Il y a études d'ethnologues là-dessus. Donc ça veut dire que si l'ado est dans ce moment tragique pour lui et son environnement, c'est aussi parce que c'est un moment d'extraordinaire créativité et d'extraordinaire inventivité. Voilà. Regardez le créateur de Apple, de Facebook, qui ont probablement conçu leurs innovations technologiques dans l'adolescence et qui les ont réalisées quelques années après. Donc voilà, donc n'ayez pas peur des ados, c'est un moment très difficile pour eux, c'est un moment très difficile pour vous, mais comprenez bien que s'ils se scotchent aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, c'est pour essayer de réguler, hein, d'essayer d'imposer un rythme extérieur à des stimulations qu'ils n'arrivent pas à organiser selon un rythme intérieur. Pas encore, ils n'y arrivent pas encore. Alors, cette utilisation que font les ados des réseaux sociaux, il faut comprendre que si elle obéit à ce désir de maîtriser un monde intérieur extrêmement cataclysmique, cette utilisation par les ados des réseaux sociaux, elle est plutôt reconnue aujourd'hui par la littérature internationale comme quelque chose de positif. Je vous renvoie à un rapport de l'UNICEF qui est paru en 2017, fin 2017, décembre 2017. Ça s'appelle Adolescents ou Jeunes connectés. Je ne crois pas ados. C'est Jeunes connectés, c'est décembre 2017. Tapez UNICEF, vous trouverez ça très vite. Et cette étude de l'UNICEF donne les résultats d'une compilation d'un très très grand nombre de recherches internationales. Et la conclusion, c'est que l'utilisation par les adolescents des réseaux sociaux a plutôt des effets positifs que négatifs. Et ces effets positifs sont notamment positifs en termes de sociabilité, c'est-à-dire garder ses camarades, hein, continuer des liens d'amitié, malgré l'éloignement géographique ou le fait d'être enfermé chez soi le week-end et pas pouvoir sortir. Donc garder des liens d'amitié, développer des liens d'amitié, et puis également rencontrer des personnes avec lesquelles on peut développer de nouveaux liens d'amitié. Vous trouvez ça dans le rapport de l'UNICEF. Alors, le rapport de l'UNICEF ne cache pas non plus qu'il y ait des aspects problématiques de l'utilisation des réseaux sociaux. Alors, ils sont assez simples, hein, hélas, hein, bien connus. Voilà. Il y a le risque de surexposition de soi, il y a le risque de harcèlement, il y a le risque d'activité trop compulsive, hein, c'est-à-dire, comme je disais, d'essayer d'échapper à cette excitation non maîtrisable et toujours refaire des activités répétitives. Mais en tout cas, comme je vous disais aussi en débutant, il a été montré que les problèmes de surexposition de soi et de harcèlement sont plutôt liés à deux catégories de population. Tout d'abord les enfants de milieux défavorisés, comme je disais tout à l'heure, et d'autre part des enfants ayant pu être victimes de maltraitance dans leur enfance avant de bénéficier de leur premier outil numérique. Ça veut dire en clair que si un enfant, quel que soit son milieu social, est méprisé, maltraité, humilié quand il est petit,
Dès qu'il aura son premier téléphone mobile, il risque d'utiliser son téléphone mobile pour emmerder les autres. C'est-à-dire les maltraiter comme il s'est senti maltraité lui-même. Et donc, si vous ajoutez ces deux handicaps, milieu social défavorisé et le fait de ne pas s'être senti reconnu à sa juste valeur, voire de s'être senti humilié, écrasé, maltraité, exploité, voilà, et bien, si vous ajoutez ces deux éléments l'un à l'autre, ben, vous obtenez effectivement un facteur de risque majeur d'une utilisation problématique des réseaux sociaux. Donc, encore une fois, on retombe sur le fait que si tous les enfants sont menacés d'une utilisation pathologique des réseaux sociaux, ils ne sont pas tous menacés avec la même intensité. Ça, c'est très important. Et c'est pour ça que je donne toujours le conseil suivant. Je dis aux parents qui ont encore des enfants petits, si vous voulez que quand votre enfant sera en âge d'aller sur les réseaux sociaux, il n'en fasse pas un usage problématique, eh bien, essayez de le gratifier, de l'écouter, de le prendre en compte, de faire de l'éducation positive, comme on dit aujourd'hui, de manière à ce que quand votre enfant aura un téléphone mobile et sera sur les réseaux sociaux, de manière à ce qu'à ce moment-là, votre enfant ne cherche pas à compenser sur les réseaux sociaux des choses qu'il n'aurait pas trouvées dans son environnement proche. Et cette compensation se faisant en général soit par la surexposition de soi, soit par le harcèlement de camarades. On sait aujourd'hui que tous les enfants harcelés ne deviennent pas forcément harceleurs, mais que tous les enfants harceleurs ont été ou sont des enfants harcelés. C'est-à-dire que souvent un enfant qui est pointé comme harceleur à l'école par les enseignants se révèle être un enfant harcelé dans la famille, par le père, la mère, ou ça peut être par un frère ou une sœur, et puis, ou harcelé dans la cour de l'immeuble. Et puis, inversement, les enfants qui sont des harceleurs de leurs frères et sœurs dans la famille sont en règle générale des enfants qui peuvent être harcelés à l'école. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend en compte le fait que les harceleurs, même si on ne sait pas où et comment et par qui, sont des enfants harcelés et qu'ils ne sont harceleurs que par crainte d'être harcelés. Ils sont harceleurs pour prendre les devants par rapport à l'inquiétude qu'ils ont de se retrouver harcelés. Et donc, si vous voulez éviter l'entrée dans cette logique infernale, harceleur-harcelé, ben, il faut être très gratifiant avec les jeunes enfants, voilà, les valoriser, dire qu'on est content de ce qu'ils font, voilà, ils ont fait un gâteau, il est un peu brûlé, mais il est très bon, ils ont 13 sur 20, on aurait aimé qu'ils aient mieux, mais enfin, c'est pas si mal, puis ça ira mieux la prochaine fois. Voilà. Plus un enfant est soumis à une pression importante, notamment scolaire, et plus il risque de basculer dans des comportements de harcèlement. Alors s'il est malin, il fera ses coups en douce, voilà, mais là aussi, il y a une différence sociale importante. Il y a certains enfants apprenant à faire leurs coups en douce alors que d'autres ne l'apprennent pas. Voilà. Bon, je regarde l'heure, j'ai un petit moment encore à... Donc, comme je ne peux pas vous poser de questions, il faut que je trouve ce qui pourrait vous intéresser. Ah oui, un truc que je ne vous ai pas parlé. Donc peut-être vous avez ça en tête, on a ici la fameuse lumière bleue des LED. Donc la lumière bleue des LED. Alors, il y a eu beaucoup d'inquiétudes il y a 2 ans sur la lumière bleue des LED. C'est quoi la lumière bleue des LED? C'est le fait que, ici d'ailleurs il y a ça partout, c'est le fait que le soleil, ou la bougie, ou le feu, quand nos ancêtres vivaient avec le feu, puis la bougie, toutes ces lumières ont un spectre assez large. Ça veut dire que dedans, il y a des longueurs d'onde de couleurs différentes. Comme vous savez, longueur d'onde qu'on voit quand il y a un bel arc-en-ciel, les gouttes d'eau décomposent les rayons du soleil, et on voit un bel arc-en-ciel avec violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange et rouge. Voilà. Et les LED, c'est quoi? Les LED sont des lampes qui vont faire que de la lumière bleue. Alors que le feu, la bougie, fait de la lumière semblable au soleil. Le soleil, c'est une boule de feu, donc le feu, la bougie, pareil. Et donc, les LED, c'est des petites ampoules qui font que de la lumière bleue. Et la lumière bleue, c'est la lumière qui permet d'y voir. C'est-à-dire que si vous supprimez la lumière bleue du spectre, vous ne voyez plus rien. Donc, ces petites lampes qui font de la lumière bleue, ces LED, l'intérêt, c'est qu'elles sont très faciles à fabriquer, donc elles ne coûtent pas grand-chose, elles ne coûtent presque rien. Elles consomment très très peu d'électricité et elles durent très très longtemps.
Donc évidemment, quand les LED ont été mis au point, les fabricants se sont dit, puis les familles et puis les usagers se sont dit, on va mettre partout. On en a mis tellement partout que maintenant, il y en a autour des phares des voitures, comme des éléments décoratifs. Vous avez des petites lumières blanches comme ça autour des phares des voitures. Alors le problème, c'est que les chercheurs ont découvert que la lumière bleue des LED, toute seule, lorsque le soleil est couché, la lumière bleue des LED de la nuit, eh bien, elle a pour caractéristique de pouvoir endommager la rétine. Et donc, il y a eu beaucoup d'inquiétudes sur le risque de dégénérescence maculaire massive dans 30 ou 40 ans de tous les gens qui auraient utilisé un ordinateur ou un smartphone. Voilà. Parce que tous les écrans, aujourd'hui, écrans de télé, écrans d'ordinateur, écrans de smartphone, fonctionnent avec des LED. Donc beaucoup d'inquiétudes. Aujourd'hui, il y a moins d'inquiétudes sur le risque de DMLA. En revanche, il y a beaucoup d'inquiétudes sur la perturbation des rythmes de sommeil. Alors pourquoi ? Parce que avant qu'on invente les LED, quand le soleil se couchait, les gens faisaient du feu ou mettaient une bougie, et puis la lumière était rougeoyante, comme vous savez, comme la lumière du soleil couchant, et le cerveau se calait sur ce déclin de la lumière pour programmer l'endormissement. Le problème, c'est que si, quand le soleil s'est couché et qu'il fait noir dehors, vous allumez un écran d'ordinateur ou de télévision, vous regardez votre smartphone, eh bien, les lumières bleues de l'écran vont tromper votre cerveau et faire croire à votre cerveau qu'il est midi. Donc, ça veut dire que vous allez être réveillé. Et c'est pour ça que beaucoup de gens qui sont devant sur un écran jusqu'à 11h, minuit, 1h du matin, quand ils éteignent l'écran et qu'ils vont se coucher, ils ne peuvent pas dormir. Parce qu'il y en a qui se disent, comme je ne peux pas dormir, c'est ballot, autant que je me remette devant l'écran. Le problème, c'est que quand ils quittent l'écran, ils ont encore beaucoup de peine à dormir. C'est le lendemain qu'ils se révèlent très fatigués. Parce que l'écran fait croire au cerveau qu'il est midi. L'écran baisse la mélatonine, la mélatonine qui est l'hormone du sommeil, et du coup, quand la mélatonine est basse, elle met du temps à remonter. Il a même été montré que si vous dormez dans l'obscurité et que tout d'un coup vous demandez quelle heure il est et que vous allumez votre smartphone pour savoir quelle heure il est, la mélatonine, pouf, elle change, elle tombe en 3 secondes et après elle met longtemps à remonter. Donc Samsung, d'ailleurs, je crois, a fait en sorte que vous pouvez régler votre téléphone la nuit pour avoir très très peu de lumière pour regarder quelle heure il est. Mais le mieux, c'est de ne pas emmener son téléphone mobile dans sa chambre et d'avoir un réveil, voilà, avec une petite lumière très faible qui vous indique, ou des phosphorescentes qui vous indiquent l'heure. Voilà. Donc, lumière bleue des LED, moins d'inquiétude sur la rétine, beaucoup moins, mais en revanche, gros problème dans la perturbation des rythmes de sommeil. C'est-à-dire du sommeil, moins de quantité de sommeil, parce que les gens se couchent plus tard, parce qu'ils ont l'impression d'être réveillés à cause des LED. Et puis, sommeil de moins bonne qualité, parce que les rythmes nictéméraux, va et jour, sont perturbés. Et là aussi, l'avis des experts a évolué parce qu'il y a une quinzaine d'années, on disait voilà, les problèmes des écrans, c'est des problèmes, les conséquences d'une utilisation excessive des écrans, c'est les troubles du sommeil, les troubles de l'alimentation, malbouffe, on se nourrit mal quand on dort mal, les troubles de la sociabilité, on s'énerve facilement quand on a mal dormi, et puis chute des résultats scolaires, moins bonne performance professionnelle chez les adultes. Alors aujourd'hui, on a simplifié tout ça et on dit voilà, le grand problème des écrans, c'est les troubles du sommeil, et ce sont les troubles du sommeil qui entraînent tout ce que je vous ai dit par ailleurs, la malbouffe, le défaut de sociabilité, la chute des résultats scolaires, les moins bonnes performances professionnelles. Donc aujourd'hui, il y a un gros focus sur les troubles du sommeil, c'est très très important. Donc comment faire ? Il est prôné de déclarer un couvre-feu à partir d'une certaine heure, c'est-à-dire à partir d'une certaine heure, on éteint les écrans, voilà, et de manière à habituer son cerveau au fait que c'est bien le soir qui est tombé. Mais si vous éteignez vos écrans et que vous avez chez vous des LED hyper puissantes, des plafonniers ou des trucs à lumière qui vous balancent l'équivalent de 300 ou 400 watts, votre cerveau il sera exactement dans la même situation que si vous étiez devant un écran. Donc ça veut dire que ça ne sert à rien d'arrêter les écrans si vous laissez une pollution lumineuse maximum dans la pièce où vous vous trouvez. Ça veut dire qu'il faut baisser les lumières.
Il faut baisser les lumières, toutes les lumières, arrêter les écrans, faire un couvre-feu numérique, mais baisser les lumières. Quand vous baissez les lumières, ben vous apercevez que le sommeil commence à vous prendre et vous allez vous coucher. Mais si vous laissez une lumière très forte, ben vous dites, je suis tellement réveillé, pourquoi je ne me remets pas sur mon écran? Parce qu'encore une fois, ce n'est pas l'écran qui est en cause, c'est les LED. Hein. Et alors, il y a un gros problème aussi avec les éclairages urbains. J'espère que vous n'avez pas la malchance d'avoir votre fenêtre à côté d'un éclairage urbain. On n'arrive pas, il n'y a aucun moyen pour arriver à calfeutrer de manière à éviter d'avoir la lumière de l'éclairage urbain qui vous balance beaucoup trop de pollution lumineuse dans votre chambre à coucher. Il faut obturer autant qu'on peut. Voilà. Donc actuellement, il y a une gabegie de lumière. Hein, et quand on sait combien ça fatigue la planète, on se rend compte que préoccupation écologique, si vous en avez, ce que j'espère, égale arrêter les écrans, baisser les lumières. Voilà. Et alors, d'ailleurs, l'utilisation des réseaux sociaux, alors ça, les gens qui font campagne des campagnes pour économiser la planète le disent pas beaucoup, mais il faut savoir que l'utilisation des réseaux sociaux, le clic est extrêmement coûteux en énergie. Hein. La télévision est beaucoup moins coûteuse en énergie, mais le fait de cliquer, ça passe par un serveur central, c'est très très coûteux en énergie. Les gens qui ont des préoccupations écologiques devraient beaucoup plus limiter leur consommation d'écran. Mais c'est pas très, comment dire, c'est sans doute pas très porteur comme slogan, parce que parmi les gens qui défendent la planète, il y a beaucoup de jeunes, et beaucoup de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux. Donc voilà, ça n'est pas beaucoup dit, mais pourtant, ça serait important. Voilà, donc problème des LED qui a quand même été relativisé, mais qui a rebondi, vous voyez, sur un problème plus général, qui est celui d'utilisation de ces lumières bleues dans la vie sociale en général, avec la question globale de la pollution lumineuse. Pourquoi éclairer autant les villes les nuits? Pourquoi la nuit? Pourquoi autant éclairer les appartements? Pourquoi rajouter des LED autour des phares des voitures et tout ça? Actuellement, c'est plutôt comme ça que la question des LED est posée. Dernière chose sur les lumières bleues, sachez que l'effet de la lumière bleue est d'autant plus important que l'écran est plus près de vos yeux. Ça veut dire que l'effet de la lumière bleue de la télévision, on peut s'endormir devant la télévision, on s'endort parfois devant son ordinateur, c'est plus rare, en jouant aux jeux vidéo, c'est plus rare, on s'endort rarement avec son téléphone mobile sur le nez parce que l'effet de la lumière bleue des LED est beaucoup plus important. Mais on y reste plus longtemps. Alors je vous disais, couvre-feu numérique, c'est bien à partir d'une certaine heure, mais aussi l'idée que chacun laisse son téléphone mobile sur la table du petit déjeuner ou sur un rack pour le recharger à partir d'une certaine heure le soir. Ça, à 36912, on insiste beaucoup sur cette hygiène de vie familiale hein, qui fait qu'on n'utilise pas le téléphone mobile pendant le repas et on n'emporte pas son téléphone mobile dans sa chambre. Alors vous, évidemment, en tant qu'adulte, surtout si vous n'avez pas d'enfant, vous utilisez votre téléphone mobile pour vous réveiller, peut-être comme réveil matin. Mais si vous avez des enfants, achetez-vous un vrai réveil parce que si vous emmenez votre téléphone mobile dans votre chambre, vous ne pourrez jamais empêcher votre enfant, et notamment votre adolescent, d'emmener son téléphone mobile dans sa chambre. Donc, il n'y a dans ce domaine-là de conseils que partagés et suivis ensemble. Il n'y a dans ce domaine-là que de règles familiales. Et alors, justement, quand vous allez... l'enfant a 6, 7, 8 ans, c'est à vous de prendre l'initiative de voir avec lui à quel âge il aura son premier téléphone mobile. Donc un jour, vous allez lui dire, tu as dû réfléchir à quel âge tu allais avoir ton téléphone mobile. L'enfant a 7 ans, il va dire, oui, j'ai des copains qui en ont déjà. C'est vrai d'ailleurs, hélas. Donc vous allez lui dire, écoute, ça nous paraît un peu tôt, hein, voilà, bon, on peut attendre un peu, c'est à vous de décider à quel âge. Mais ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que plus tôt votre enfant aura un téléphone mobile, plus vite il s'éloignera de vous. Donc ça, c'est une question de choix personnel. Hein. Mais une fois posé ça, bon, on peut dire que 12 ans, 13 ans, 11 ans, bon, voilà, c'est à peu près valable. Hein. Voilà. Bon, après, ça dépend si l'enfant doit faire des grands parcours tout seul, ou les parents sont inquiets de ce qui peut lui arriver, ou bien si l'école est en face de la maison. Donc ça dépend aussi de beaucoup de paramètres de lieu de vie, de géographie, de dangerosité possible du trajet, etc. Donc, en tout cas, ce qu'il faut, c'est prendre l'initiative et lui dire, voilà, tu as 6, 7, 8 ans, tu as pensé, le jour où tu aurais ton téléphone portable, oui, oui. Est-ce que tu as pensé à ce que tu en ferais? Oui. Alors, en général, l'enfant dit, oui, je regarderai la météo le matin. Alors,
Vous lui dites, ben, écoute, tu n'as qu'à continuer à ouvrir la fenêtre, voilà, regarder par la fenêtre, et puis voilà, tu peux attendre un peu. Et ce qu'il faut surtout pouvoir dire à l'enfant à ce moment-là, c'est écoute, on réfléchit, ou je réfléchis, pour voir à quel âge tu en auras un. Mais ce qu'il faut que tu saches, c'est que le jour où tu en auras un, tu feras comme nous, ou comme moi, pour les parents tout seuls, les familles monoparentales, tu feras comme nous, comme moi, et tu l'utiliseras jamais en mangeant, jamais pendant les repas, et tu l'emmèneras jamais dans ta chambre. Et si vous dites ça, à chaque fois qu'il est question du téléphone mobile, l'enfant intégrera l'idée de jamais l'utiliser pendant les repas, jamais l'amener dans la chambre. Mais si vous commencez, vous, à utiliser votre téléphone mobile pendant les repas, et si votre enfant vous voit l'emmener dans votre chambre, il voudra faire pareil, et vous ne pourrez pas l'en empêcher. Ça, parce qu'après, il faudrait se battre, c'est un peu compliqué. Alors que sinon, si vous donnez l'exemple, vous dites, écoute, c'est comme ça dans notre famille, alors l'enfant vous dira, mais chez mes copains, c'est pas comme ça. Mais vous pouvez lui dire, ben, écoute, tu n'as qu'à demander aux parents de tes copains de t'adopter. Comme ça, tu iras vivre chez eux, tiens-nous au courant, voilà. Non, mais c'est vrai, ça vous fait rire, mais c'est vraiment des règles très, très importantes à poser, parce que quand l'enfant a 7, 8, 9, 10 ans, ça paraît drôle, mais après, quand il a 14, 15, 16 ans, croyez-moi, s'il emmène son téléphone mobile dans sa chambre, très vite, il ne dort plus. Et ça, vous n'y pouvez rien, parce que vous lui dites « Bonsoir, mon chéri ». Oui, bien sûr, il est éteint. Oui, il est là, mon téléphone. Il est sur la petite, il est là sur la tablette. Oui, mais dès que vous avez le dos tourné, il le met sur son oreiller. Voilà. Donc ça, c'est très important. Il n'y a de bons conseils qu'il n'y a de bonnes règles que de règles familiales dans ce domaine-là. Et puis l'enfant grandit, et puis donc il va falloir lui évoquer, je vous ai parlé un petit peu de la jungle des réseaux sociaux. Il faudra quand même aussi lui parler de la jungle des modèles économiques d'Internet, qui est le fait de nous encourager constamment à donner plus de nos données personnelles, alors pas seulement sur les réseaux sociaux, toutes les façons possibles et imaginables. Et puis il faudra lui parler de la jungle, évidemment, de la pornographie, mais aussi des modèles sexuels dominants, puisque vous savez qu'aujourd'hui, des grands films, et même parfois des films des films montrés à l'école, des films pour lesquels on emmène des enfants au cinéma, sont des films qui nous paraissent aujourd'hui avec le recul comme terriblement dominés par des modèles sexistes contestables. Mais dans les années 60, 70, 80, plus encore dans les années 40, 50, beaucoup de grands films d'excellente qualité à tout point de vue étaient des films qui colportaient des modèles sexistes, machistes et misogynes. Donc mettre l'enfant en garde contre la pornographie, c'est bien, mais lui parler aussi du fait qu'un très grand nombre de films encore présents sur les écrans, mais un très grand nombre de films du passé qu'il peut voir sont des films dominés par des modèles sexuels qui sont remis en cause aujourd'hui. Heureusement. Et puis, dernière jungle, après la jungle des réseaux sociaux, la jungle des modèles économiques d'Internet, la jungle des modèles sexuels prédominants dans le cinéma et les programmes télé, ben vous avez la quatrième jungle, qui est la jungle de l'information en continu. Je ne dis pas seulement de l'infox, pas seulement des fausses nouvelles, mais aussi de l'information en continu. Alors, c'est quoi la jungle de l'information en continu? C'est le fait que beaucoup d'ados, maintenant, jouent moins aux jeux vidéo. Cette année, il y a eu 30% de moins. Les ados ont joué 30% de moins aux jeux vidéo. Et ils ont compensé par quoi, statistiquement? Ils ont compensé par les vidéos gratuites sur Internet, et notamment l'information en continu. Or, cette information en continu, toutes les régions du monde où il y a des horreurs, vous savez qu'elle est fabriquée par des gens de terrain, qui filment leur désarroi, leur migration, les morts autour d'eux, et puis ils envoient ça sur Internet, ça arrive sur les réseaux sociaux, et si vous commencez à regarder ça, ben vous avez une mobilisation émotionnelle terrible, c'est terrifiant. Donc, et puis vous n'avez aucun recul cognitif parce que c'est de l'information ultra brûlante, mais pas du tout contextualisée. C'est comme ça envoyé à chaud. C'est pas comme quand au journal télévisé on vous montre des images, on essaye de vous expliquer un peu d'où ça vient, par qui elles ont été faites et qu'est-ce que ça veut dire. Non, l'information en continu, c'est absolument pas contextualisé. Donc c'est très très impactant sur le plan émotionnel, pratiquement pas de recul cognitif, et évidemment aucune indication sur des moyens possibles d'aider les victimes ou de vous aider vous-même en cas de catastrophe naturelle si vous arrivez la même chose que les victimes que vous voyez sur les séquences de cette information en continu. Donc l'information en continu, elle provoque une sorte de
de désespoir, de fatigue, d'impuissance. C'est très impactant et ça finit par épuiser l'empathie et par mobiliser une attitude presque non seulement angoissée, presque haineuse par rapport à la marche du monde, parce qu'il y a trop de misère et trop d'impuissance et trop peu d'explications. Donc il faut bien expliquer aussi cette quatrième jungle qui aujourd'hui est très problématique, parce qu'encore une fois, beaucoup d'ados remplacent, 30% des ados remplacés, enfin 30% du temps passé avant sur les jeux vidéo a été remplacé par du temps de consultation de vidéos, et notamment de vidéos d'information en continu. Voilà, et donc quand l'enfant grandit, si vous continuez à discuter avec lui de tout ça, il y aura la crise d'adolescence. Alors, il faut bien comprendre la crise d'adolescence, mais je pense que vous l'avez compris, elle est incompressible. Des fois, il y a des parents qui me disent « Monsieur Tisseron, vous avez écouté il y a 4 ans, on a essayé de tout faire comme vous disiez, notre enfant était petit, nos voisins, ils font tout mal. » Bon. Notre adolescent, il n'a pas eu une crise d'adolescence plus facile que le fils des voisins. Pourtant, nous, on avait tout fait bien, eux, ils faisaient n'importe quoi, et la crise d'adolescence, c'est pareil. Oui, parce que c'est incompressible. Par contre, et ça c'est bien montré, c'est que si vous faites bien les choses avant l'adolescence, votre adolescent fera sa crise d'adolescence comme tous les adolescents, d'une manière cataclysmique, mais en revanche, il la surmontera beaucoup plus vite et il la surmontera beaucoup mieux. Si vous voulez, la crise d'adolescence est incompressible, mais quand un enfant a bénéficié de bons repères, d'une bonne estime de lui-même, d'une éducation qui valorise les activités autres que les activités d'écran, voilà, une éducation qui insiste sur les vertus du collaboratif, l'adolescent fait sa crise d'adolescence comme les autres, parce qu'il n'y peut rien, que son cerveau mature en 2 temps, mais en revanche, il sort de la crise d'adolescence plus vite, il retrouve ses bonnes habitudes d'avant, et puis comme il en sort plus vite, il pâtit moins d'un éventuel retard scolaire ou d'un défaut de socialisation. Voilà, donc je crois... Ah oui, alors avant de finir, je voulais vous montrer quelques images quand même. Donc vous avez ici la première affiche qu'on a faite, que vous pouvez vous procurer en allant sur le site 36912, puisque tout est en accès libre. Mais je voulais vous montrer 3 autres affiches qu'on a faites. Alors, qui peuvent vous intéresser, que vous pouvez aussi vous procurer. Ça, c'est une affiche pour les jeunes enfants, et vous voyez, on a utilisé la métaphore alimentaire. Donc, à table, on coupe le pain, coupons aussi les écrans. Les écrans, c'est comme les bonbons, en manger trop, ça rend ronchon. Ne reste pas seul avec tes écrans. Un bon film, un bon jeu vidéo, c'est comme un bon gâteau, on le partage et on en parle. Et les écrans, c'est comme les repas, horaires fixes et quantité limitée. Voilà, vous reconnaissez des trucs que je vous ai dit tout à l'heure. Et il nous a semblé que c'était bien de prendre la métaphore alimentaire pour les petits. Alors, on a fait aussi une affiche pour les ados. Tout ça est en accès libre sur le site. On a fait aussi une affiche pour les ados, vous voyez, dans un style différent. Marre d'être des zombies, lâchons nos mobiles la nuit. Alors sur les réseaux, tout est plus beau, tout est plus faux. D'ailleurs, j'ai été amusé parce qu'à Paris, il y a quelques semaines, il y avait une affiche d'une femme en train de se selfiser devant une affiche qui était derrière elle. C'est une affiche dans l'affiche, voilà. Et c'était exactement la même situation que ça dans le métro. Et c'était une agence de voyage qui disait « Ne faites pas semblant d'être parti, partez pour de vrai, etc. » Donc en tout cas, sur les réseaux, tout est plus beau, tout est plus faux, voilà. Et puis sur les réseaux, je parle aux autres comme je voudrais qu'on me parle. Voilà, je vous laisse le plaisir de découvrir les petits commentaires. Et puis sur Internet, tout le monde te voit, protège ton intimité. Quand j'ai montré ça récemment, quelqu'un m'a dit « Vous avez en France un homme politique qui n'a pas fait ce qu'il fallait. » Oui. Alors, oui, ça vous fait rire, mais c'est quand même ballot parce qu'on dit ça aux tout petits, on leur dit sur Internet, les 3 règles d'Internet. Tout ce qu'on met sur Internet peut y rester éternellement, tout ce qu'on met sur Internet peut tomber dans le domaine public, et il ne faut pas croire tout ce qu'on trouve sur Internet. Bon, il a oublié le conseil numéro 1, il a oublié le conseil numéro 2, et il n'a même pas eu la présence d'esprit de dire que c'était un faux. Il aurait pu dire que c'était un faux. Voilà. Et puis notre 3e affiche, donc, qui rejoint la question de la technoférence. Alors celle-là, on l'a lancée le 11 février pour une manifestation internationale qui s'appelle le Safer Internet Day.
et le jour de l'Internet sans crainte. Et donc voilà, vous y reconnaissez la question de la technoférence. Votre enfant a besoin de votre regard. Ne laissez pas un écran vous séparer. Voilà, merci de votre attention.